Bon, bah, c'est parti pour l'étape 2 de la formation agent-serveur qui sera à la fois spécifique pour les CSM et toujours un peu généraliste pour pouvoir revoir ce qu'on a vu à l'étape d'avant et aller un peu plus en détail. Donc, pour rappel, à l'étape d'avant, on a vu les concepts de publisher, downloader. Donc, a priori, c'est assez clair, c'est clair pour vous. On va revenir rapidement dans les grandes lignes, en quelques mots. Donc, l'agent serveur, c'est la brique technique qui s'installe, qui permet de communiquer avec My Company Files sur les serveurs du cabinet, qui, sans cet agent serveur, serait isolé et on ne pourrait pas y avoir d'échange entre eux, entre le serveur et My Company Files. Donc, l'agent serveur permet de communiquer et après, par-dessus, on va installer des modules. Donc, on a parlé de 2 modules, du publisher qui va permettre d'envoyer les documents qui sont sur le serveur du cabinet vers My Company Files. Donc, ce qu'il y a à retenir, c'est que ça se passe avec des règles de publication que le cabinet va pouvoir définir. Gardez en tête, vous, dans la simplicité, sans aller dans la technique, c'est que plus ou moins tout est envisageable. C'est des règles qui sont très malléables si le cabinet est capable d'exprimer les règles de publication. La publication se fait de manière quasi instantanée. Il n'y a pas de délai synchronisation tous les jours. Un document est déposé et correspond à une règle de mapping. On va dire quelques minutes plus tard, il se retrouve sur My Company Files. Et on va pouvoir venir récupérer, avec la notion de rescan, de pouvoir venir récupérer tout l'historique des données. Ça ne va pas commencer à remonter qu'à partir du moment où on le met en place. Avec le rescan, on peut récupérer toutes les années antérieures des clients. Donc ça, c'est le publisher, serveur vers My Company Files, et le downloader, il va permettre de faire le sens inverse. Quand un client dépose une pièce sur My Company Files, on peut télécharger la pièce sur son serveur automatiquement à l'emplacement qu'il veut. Donc là, il y a plein de cas d'usage possibles. Soit il veut juste récupérer les données à l'endroit de son serveur pour les traiter manuellement, soit ça peut alimenter peut-être un autre outil comme un OCR, mais qui passe peut-être par son serveur. Voilà, il y a des cas d'usage, il y en a plein. En tout cas, c'est toujours bon de dire aux clients, si vous voulez, on peut rapatrier sur votre serveur. La chose à savoir, toujours, c'est qu'on peut seulement déposer sur une arborescence Windows ou une arborescence NAS ou une arborescence Mac, mais sur une arborescence de fichiers. On ne va pas pouvoir le déposer, par exemple, sur EasyJet ou ACD. ACD, il y a le connecteur API. Donc, si le client est sur ACD, vous lui dites, il y a le connecteur API, il n'y a pas besoin de downloader. Pour EasyJet ou pour toute autre solution que vous ne connaissez pas, vous dites non, on va pouvoir déposer une arborescence Windows. Après, à vous de voir avec votre éditeur de GED comment il peut intégrer ces pièces-là sur son logiciel. Il y a toujours moyen, en général, avec un script, d'intégrer les pièces automatiquement dans la GED. C'est la vocation de la GED à la base. Donc voilà, publisher, downloader, c'est ce qu'il y a à avoir en tête. Donc là, on a fait dans la partie de e-learning, donc vous êtes dans le centre d'aide ici, on a compris le produit. Donc ce que j'ai refait à peu près ce qu'il y avait dans le webinaire produit spécial agent serveur. Donc n'hésitez pas à y aller, c'est avec Marc, qui est du coup encore plus technique que moi, qui est bien plus technique que moi et qui pourra vous apprendre quelques aspects intéressants de l'agent serveur. N'hésitez pas, ce n'est pas non plus très long, allez voir cette vidéo. Donc là, ce que je vous propose, c'est d'aller voir dans Aller plus loin. Il y a une FAQ qui mériterait peut-être d'être un peu plus étoffée. Mais dans la FAQ, donc, il y a la partie débloquer agent serveur qui est plutôt sur la partie support. Et il y a la partie fonctionnement des publications. On ne va pas passer très longtemps dessus, mais c'est pour vous permettre de bien comprendre comment ça se passe concrètement. Parce que les clients vont vous poser des questions là-dessus. Donc, la question qui peut arriver, on va dire plutôt à l'usage, pas forcément ils y pensent en amont, c'est est-ce que s'ils déplacent un document sur leur GED, il sera aussi déplacé dans le même endroit sur My Company Files? Là, j'ai envie de dire oui et non. Parce qu'en fait, ça dépend. En fait, on ne va pas nous gérer en soi la notion de déplacement. On a des règles de publication. Si le client déplace une pièce à un autre endroit sur son serveur, si ça correspond, ce nouvel endroit correspond à une règle de mapping, on va le republier. S'il ne correspond pas à une nouvelle règle de mapping, on ne va pas le republier. Donc, on va pouvoir gérer la republication s'il déplace la pièce dans un endroit qui est à publier. Mais dans tous les cas, la pièce qu'il aura déplacée ne sera pas supprimée de My Company Files. Dans tous les cas, on ne va pas faire de déplacement identique qu'il a sur son serveur. À la limite, ce sera un copier-coller. Donc ça, c'est pour le déplacement des pièces.
Si j'ai un document qui s'appelle statut.pdf ou bilan.pdf sur mon serveur et qu'il a été publié sur My Company Files, imaginons je régénère une pièce qui a le même nom ou je modifie la pièce existante, qu'est-ce qui se passe sur My Company Files? Parce que My Company Files, est-ce qu'il va voir que c'est le même fichier, deux fichiers qui avaient le bilan PDF, ou est-ce qu'il va être capable de savoir que le contenu du fichier est différent? Et ben, la réponse, c'est il va être capable de savoir que le contenu est différent. On fait ce qu'on appelle un hachage, donc là c'est un peu technique, mais c'est un hachage du contenu d'une pièce. Et en gros, ça va être une clé qui va permettre de savoir, grosso modo, qui permet de savoir le contenu d'un fichier. Et on compare du coup la clé de hachage du fichier sur My Company Files et du fichier sur le serveur, et on regarde si c'est le même contenu. Donc, si on constate une différence, donc même s'ils ont le même nom des deux côtés, mais qu'on voit que le contenu diffère, eh ben, on va publier la dernière version sur My Company Files. Donc là, c'est en général une question qui se pose. Vous pouvez leur dire, si vous voulez qu'on ait un système de version sur My Company Files, donc si vous faites une modification sur votre serveur, mais qu'on garde les deux versions, la nouvelle et l'ancienne version sur My Company Files, on peut le faire avec un tiret, on met tiret copie à la fin du fichier, du nom du fichier. Mais les clients ne veulent jamais ça encore. Après, vous pouvez toujours leur proposer, mais ils vont toujours vous dire non, 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 c'est très bien qu'il y ait la dernière version qui soit toujours sur My Company Files. Ça, c'est super intéressant à comprendre parce que c'est un vrai cas d'usage où ils vont vraiment se poser la question. Donc ça, on en avait discuté avec Inès la semaine dernière. Si je change mon arborescence sur My Company Files, qu'est-ce qui se passe? Bah, attention, ça peut créer des problèmes parce que lui, le publisher, va continuer de publier des fichiers selon les règles qui ont été définies par le publisher. Donc, si vous modifiez l'arborescence My Company Files sans changer les règles du publisher, en fait, il va venir alimenter toujours les anciens répertoires. Donc, il faut toujours, si vous changez l'un, il faut changer l'autre. Si vous changez les règles de publication, dans l'idée, il faut changer le modèle d'arborescence et peut-être voir comment faire en sorte que la migration des données, dans le sens où on passe sur leur nouvelle arborescence sur My Company Files, se passe le mieux possible. Donc là, je pense que vous avez compris, c'est éviter que les clients changent les arborescences, que ça crée des difficultés. Donc, c'est pour ça que la phase de démarrage d'un client publisher est très important. Déjà qu'il comprenne bien, qu'il ait bien choisi son arborescence My Company Files, qu'on ne lui impose pas spécialement quelque chose qu'il ne veut pas, parce que si demain il veut modifier, ça va être chiant. S'il veut juste ajouter des nouveaux répertoires, pas de souci, mais c'est quand c'est de la modification de répertoires qui changent de nom, etc., c'est jamais très simple. Bon, là, c'est à peu près la même réflexion que tout à l'heure. Si je change, donc par exemple, il a un logiciel GED et il change le fonctionnement de sa GED, il va falloir mettre à jour les règles de publisher pour que ça soit compatible avec ces changements. C'est plutôt ça qu'on avait dit avec Inès la semaine dernière. Si le chemin de destination, donc imaginons je dois publier un répertoire dans 2022 bilan comptable sur My Company Files, ce répertoire il n'existe pas. Qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, le publisher va créer automatiquement le répertoire de destination. Donc en soi, il n'y a pas tellement de questions à se poser à ce niveau-là. Créer une arborescence sur My Company Files est facultatif pour un client avec un publisher. Donc voilà, donc là, ça permet de comprendre le fonctionnement du publisher. Après ça, vous n'avez pas forcément besoin de le savoir. Donc on va revenir sur le e-learning. Donc là, dans l'idée, vous avez compris le fonctionnement du publisher et du downloader. Donc là, on va rentrer un peu plus en détail, peut-être là c'est plus intéressant pour les CSM, pour le support technique, sur qu'est-ce qui se passe concrètement pour un déploiement d'un client avec un agent serveur, avec un publisher ou un downloader. Donc la première étape, c'est une étape donc on a une documentation sur le déploiement qui suit de A à Z. Là, je vais plutôt vous montrer dans les grandes lignes d'abord. On a cette phase d'installation technique qui va venir permettre d'installer la brique agent-serveur dont je vous parlais, qui va permettre de communiquer avec My Company Files. Donc là, on n'installe pas spécialement un module en premier lieu, on installe l'agent-serveur. Et après, une fois que l'agent-serveur est installé, on va pouvoir communiquer et faire des installations des modules à distance.
Donc, il y a deux cas de figure. On a de la documentation aujourd'hui. C'est les deux cas de figure qui existent vraiment. Et en l'occurrence, il n'y a même qu'un seul cas de figure, c'est l'installation d'un agent serveur sur un Windows Server. On a aussi des clients qui ont des NAS Synology. C'est assez répandu et c'est aussi là peut-être plus pour les commerciaux ou les CSM pour assurer un client ou un technicien. Vous leur dites qu'on est compatible avec NAS Synology. C'est un bon argument en général pour montrer qu'on est sérieux. Et du coup, bon, là, vous avez toute la documentation qui, dans le nouveau process de l'agent serveur, du déploiement de l'agent serveur, sera à envoyer au client pour qu'il soit autonome dans sa phase d'installation. Donc là, il y a toute une procédure pour gérer l'installation. Il faudra juste lui envoyer sa clé de licence. Donc, c'est quelque chose de spécifique, on vous expliquera, mais en gros, on l'envoie comme n'importe quel logiciel, plutôt à l'ancienne. Maintenant, on a un peu perdu cette habitude, mais avant, quand vous achetiez un logiciel payant, il fallait renseigner une clé. Là, c'est le même concept. On va leur fournir une clé qui est spécifique à eux et qui va leur permettre de leur faire leur installation de manière autonome. Donc ça, c'est l'installation technique. Après, une fois que cette installation a été faite, on a la phase de mapping. Donc là, c'est le client qui va devoir nous exprimer son besoin au niveau des règles de publication qu'il veut mettre en place. Donc là, hop, je vais sur le lien agent serveur déploiement. Donc là, c'est ce que je voulais parler, préparation, installation technique, expression de vos besoins. Donc l'idée ici, ça va être de lui, dans un premier temps, de lui expliquer le fonctionnement de tout ça. Donc peut-être jusque-là, il comprenait le concept du publisher, mais vaguement, il savait qu'il en avait besoin, mais il ne savait pas dans la pression. Là, il va falloir lui expliquer concrètement qu'est-ce qu'on attend de lui au niveau des règles de publication et qu'est-ce qu'il va devoir nous expliquer. Donc je vais vous montrer un exemple de fichier Excel. Donc là, vous avez un mapping, on va dire c'est un faux mapping qui a été rempli par un client. Et ici, du coup, à quoi correspond ce fichier mapping? Nous, on l'envoie vide ou alors il sera avec des exemples, avec des lignes remplies un peu au hasard pour que le client sache de quoi on parle. Et là, vous allez lui expliquer au client, ou alors vous allez lui envoyer une vidéo, c'est selon comment évolue le process, mais sur comment il va remplir ce fichier Excel. Donc, en fait, c'est tout simple dans l'idée. Rassurez-les, quand ils voient ça, ils prennent peur. Rassurez-les, c'est au final très simple. La première colonne, vous retrouvez, c'est l'arborescence My Company Files du client. Donc, ça, c'est celle standard. Si le client a changé son arborescence, vous mettez ici sa nouvelle arborescence, vous lui demandez de changer, s'il n'a pas encore sa nouvelle arborescence de définie, vous responsabilisez là-dessus, vous lui dites, voilà, vous mettrez votre arborescence ici. Sachant que sur My Company Files, on peut exporter en CSV l'arborescence. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'exporte l'arborescence, je la copie-colle ici, et c'est tout. Et j'enlève les années, je le remplace par AAA pour que ce soit évité qu'on ait 2020, 2021, 2022, 2023, et je mets juste une variable AAA. Donc là, c'est l'arborescence My Company Files. Après, tout le reste, ça va être pour nous définir où se trouvent les données qui doivent alimenter ce répertoire My Company Files. Donc, la colonne B, c'est la seule qui est obligatoire parce que il faut au moins nous dire un répertoire. Donc là, je vous ai mis un cas, c'est le cas de ISAGED, donc c'est avec des propriétés, etc. On va dire que le raisonnement est similaire pour tous les types de GED. Donc là, si vous avez un chemin de destination My Company Files dans bilan et situation intermédiaire, il faut nous dire d'où proviennent les données qui doivent être publiées dans ce répertoire-là. Donc ici, il nous dit c'est cette section ISAGED. S'il s'arrêtait là, on publierait tous les documents qu'on trouve dans ce répertoire-là, on les publierait dans ce répertoire My Company Files. Mais ce n'est pas spécialement ce qu'on veut, parce que dans ces répertoires-là, il a beaucoup de fichiers, il affiche des fichiers de travail, il a peut-être d'autres fichiers qui ne sont pas spécialement des bilans comptables. Donc, c'est là où ces colonnes nous intéressent, ça va être de pouvoir faire des filtres. Donc là, je pense que c'est assez parlant, mais on va pouvoir faire des filtres avec le nom du fichier, donc soit par quoi il commence, le nom du fichier. Donc là, par exemple, ça serait un peu un cas particulier, là, il me l'aurait exprimé, moi, le technicien saurait comment l'exprimer en paramétrage, mais en gros, là, il nous dit,
il faut que le fichier commence par le nom du salarié. Et après, je classe par salarié, par répertoire. Chaque salarié aura un répertoire. Et du coup, il nous dit bien que le fichier doit commencer par le nom du salarié. Et ici, il doit commencer par une année, le fichier. Donc là, il y a commence par, contient, c'est que peu importe où, il faut absolument qu'il y ait ce mot-clé-là. Donc là, le mot-clé plaquette ou n'importe quel mot-clé. Ne contient pas, bon, c'est l'inverse, hein, s'il met TVA, c'est-à-dire que le fichier appuyé ne doit pas contenir un mot-clé TVA. Il va prendre tous les fichiers qui ne contiennent pas ce mot-clé. Et TV finit par, il faut qu'il finisse par un mot-clé donné. Donc là, qu'est-ce qui se passe concrètement? Oui, Inès? Oui, moi, je voulais juste une petite question sur la gestion des années. Parce que là, du coup, tu as mis dans la ligne 4, moi, je vois AAA. Dans la colonne B, je vois pas d'année, en fait, côté client. Donc, est-ce qu'on gère les millésimes aussi côté client? Comment ça marche? Ouais, ça, c'est toujours le sujet. Bon, là, j'avais décidé d'en parler à la fin. Ah, Ça, d'accord, bah, parle dans la fin, là. pas de souci. C'est un choix. En fait, la suite logique, ce serait que j'en parle en C. D'habitude, avec les clients, j'en parle tout de suite. Le seul souci, c'est que ça amène souvent des questions et un peu de complexité. Du coup, là, je préférais aller dans la. Ok. Mais je t'en parle juste tout de suite, là. Ouais, J'en ouais, parle. ouais, pas de souci. Et du coup, là, on a fini avec le nom du fichier. Donc là, qu'est-ce qui se passe sans parler du millésime, dès qu'un fichier est détecté dans cette section-là, qu'il contient le mot-clé plaquette dans son nom de fichier, donc test 2023 plaquette.pdf, il va être détecté comme un fichier à remonter parce qu'il a, je ne vous ai pas parlé, mais l'extension aussi, on peut faire un filtre sur l'extension. Là, c'est tout à fait optionnel. Hein. S'il ne met rien, ça veut dire qu'on publie tous les fichiers. S'il y a PDF, ça veut dire qu'on publie que les PDF. On va dire Excel ou PDF. Donc là, on publie tous les fichiers Excel ou les fichiers PDF. Voilà. Donc là, on fait la somme de tout ça. Ça nous permet de faire le filtre sur le nom du fichier pour voir les fichiers à publier. Dans le cas d'Isaged, on peut faire des filtres sur les autres propriétés. Donc là, je pense que vous apprendrez sur le tas, ou ceux qui seront un peu plus spécialisés sur le publisher apprendront. Mais là, grossièrement, sur Isaged et un peu sur ACD, donc sur les GED métiers, les fichiers, je vous avais dit dans la première étape, les fichiers ont des propriétés. Donc, comme sur du Windows, quand vous faites clic droit, propriété, vous avez clic droit, propriété, vous avez ça. Donc, en soi, ça, ce sont des propriétés. C'est des propriétés qui ne sont pas intéressantes pour nous, hein, on ne va pas se mentir. Mais sur un logiciel métier qui est fait pour ça, si vous faites un clic droit propriété, vous aurez des informations qu'on pourra utiliser, qui sont pertinentes et que le cabinet peut modifier ou qui sont en général automatiquement alimentées par l'outil de production. Donc, par exemple, si on fait un clic droit propriété sur un bilan, sur une plaquette, on va pouvoir voir le type de document. On aura ici une notion de type de document égale, voilà, par exemple, plaquette. Voilà, où il y aura l'année du document, l'exercice comptable du document est égal 2021-2022. Voilà, tout ce qui est possible, enfin tout ce qui est imaginable pourrait être mis ici. Et nous, on va pouvoir, le publisher, se baser sur ses propriétés pour faire des filtres. Donc là, on aurait pu, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais on pourrait dire, si c'était sur Windows, on ne prend que les fichiers qui ont une taille supérieure à 10 KO. C'est ce genre de raisonnement qu'on pourrait avoir avec un publisher Isaged, donc à la fois un filtre sur le nom du fichier, mais sur toutes ces métadonnées aussi. Et enfin, la métadonnée qui nous intéresse, en effet, et qui n'est pas simple, qui pose des questions et qu'il faut être capable de bien exprimer au client, c'est en effet la gestion de l'année. Donc, à chaque fois qu'un fichier contient ici AAA, par définition, ça veut dire qu'on va classer les documents par année. Donc, ici, un bilan qu'on a détecté, hop, le fichier contient le mot-clé plaquette, son type d'extension, c'est un PDF. C'est super, on l'a détecté, mais en fait, si on ne sait pas l'année du document, on ne va pas pouvoir le publier parce qu'on ne va pas savoir où le ranger. Là, AAA, moi, je ne sais pas de quelle année le document, donc le publisher, il ne va rien faire. Ce qu'il faut faire, il faut être capable que le cabinet nous dise à quel endroit on récupère l'année du fichier. Donc là, quand c'est une arborescence Windows, on va être obligé de récupérer l'année dans
le chemin du fichier. Donc souvent, il va classer, donc là c'est des sections, mais il va classer ses fichiers par année. Donc là, il va mettre AAA par exemple, et c'est notre répertoire annuel où il y a ces fichiers. Après, il pourrait nous dire aussi qu'il y a l'année dans le nom du fichier. Donc là, je ne sais pas comment on pourrait l'exprimer, et ne pas hésiter à dire au client de mettre des commentaires. Hein. Donc là, on va mettre année dans le nom du fichier. Sous la forme 2000XX. Donc, si on revient pour Isaged, dans le cas d'Isaged, qui est le cas qu'on a le plus souvent, l'année, donc elle peut être soit dans le nom du fichier, si le cabinet met l'année dans le nom du fichier, sinon en général, ça va être dans les propriétés du fichier, comme je vous montrais, le clic droit propriété, il aura une variable, et en général, ça va être la variable qui s'appelle exercice comptable, qui va contenir l'année du fichier, et c'est sur ça qu'on va se baser pour alimenter par année les fichiers, les My Company Facts. Je ne vois pas qui lève la main, mais vous pouvez parler. Ah non, il n'y a pas eu de... donc voilà, et les données sont classées par année. Sur Isaged, il existe 3 variables. La variable exercice comptable, donc un document qui est produit par un logiciel de production comptable, en général, c'est la variable exercice comptable qui est renseignée. La nuance, un exercice comptable, ça peut être un exercice décalé. C'est en général pour ça que c'est utilisé. Ça peut être 2018-2019, 2018/2019. Ça veut dire que c'est un client qui clôture en juin 2019 et du coup, qui clôture en cours d'année. Du coup, les documents sont sur une période de 2 ans. Donc, l'exercice comptable, en général, va permettre de spécifier ça. Et souvent, pour le social, on a une variable année parce qu'un document social, en soi, on s'en fout de l'exercice comptable. C'est rangé, en général, par année. Donc, il y a les bulletins de salaire de 2022, on s'en fiche de l'exercice comptable. Et du coup, quand on fait un clic droit propriété, si on reprend le clic droit propriété qu'on aurait dans un fichier sur, par exemple, Isaged, on aurait parfois, pour les bilans, on aurait ici une variable exercice comptable qui serait renseignée. Mais par contre, du coup, là, c'est pour ça qu'il nous met exercice comptable. Il nous dit ici, pour les bilans, l'année se trouve dans l'exercice comptable. Et pour les documents qui sont dans le social, quand il fait un clic droit propriété sur les fichiers du social, c'est une variable qui s'appelle année qui va être renseignée. La variable exercice comptable n'existe pas. C'est pour ça que c'est très important, parce que le publisher, lui, il a besoin de savoir exactement où récupérer l'année. S'il n'est pas capable de savoir où récupérer l'année, il ne va pas être capable de savoir où la déposer sur My Company Facts. Sur ACD, c'est un peu plus simple. C'est une variable qui s'appelle exercice. C'est toujours la même. C'est beaucoup plus simple. Et il renseigne toujours une seule variable. Donc, nous, dans notre mapping publisher, je ne leur demande même pas cette colonne parce que je sais que l'année est toujours renseignée dans une propriété bien spécifique. L'année, elle nous sert à ranger par année et elle nous sert aussi à autre chose, c'est de pouvoir faire des filtres sur le document à remonter pour ne remonter qu'à partir d'un certain historique. Donc, vous avez des fichiers dans la jet du cabinet qui peuvent être remontés à, je ne sais pas si le cabinet il a des clients depuis les années 2000, il peut avoir des fichiers 2002, 2003, 2004, 2005. On ne veut pas spécialement, même pas du tout, hein, il n'y a pas de cas d'usage où on voudrait remonter, publier des documents qui datent de 2015, 2010, 2005. Donc en général, on va faire un filtre et on va ne remonter que les documents des 3 dernières années. Moi, c'est ce que je leur propose et ils disent tout le temps oui. 3 dernières années, c'est la règle. Donc en gros, c'est année en cours, année d'avant et encore année d'avant, parce que par exemple, quand on est au 1er janvier 2023, l'année d'avant, en fait, c'est 2022, c'est tout proche. Donc on rajoute encore une année, 2021, pour balayer vraiment sur la période qui est toujours intéressante pour le client du cabinet. Toujours à se positionner. Pour le publisher, c'est important, hein, toujours se positionner du point de vue du client du cabinet pour toujours pousser le cabinet à simplifier ce qu'il veut déployer chez les clients et non pas aller dans son sens, toujours leur mettre les pieds sur terre en vous positionnant comme quelqu'un de pas technique ou qui ne connaît pas le métier et du coup les pousser à avoir des noms simples, pousser à ne pas avoir
20 années d'historique sur My Company File, ça sert à rien. Donc, en se basant sur l'exercice comptable, on peut dire, on peut automatiquement remonter les X dernières années sur My Company File. Est-ce que ça te paraît clair ou pas, Inès? C'est vrai que c'est pas simple à comprendre. Ouais. Non, mais c'est clair, mais du coup, j'ai une autre question, c'est, parce que là, du coup, tu as donné les exemples, d'Agiris et ACD. Et du coup, quand on est sur Windows, sur, Sage, est-ce que tu pourrais juste nous donner un peu, bah, où est-ce qu'on trouve cette info? Si jamais le client nous demande, tu vois? Ou qu'il sait Ouais, pas, est-ce que tu as eu ce genre de choses? Ou en général, les clients, maîtrisent la fiche là que ouais. tu fais là, quand tu fais clic droit? Bah, en fait, pour Sage, comme on disait, en fait, il y a deux cas de figure qui sortent du lot, c'est ACD et Isaged. Tout le reste, c'est la même fonction. Même MoveApps, MoveApps, il n'y a pas de notion de propriété. MoveApps, c'est comme une arborescence Windows. Moi, je vous montrais ça pour du Windows, les D'accord. propriétés, mais les propriétés Windows, on s'en fout, en fait, elles n'ont pas d'intérêt pour nous. Mmh. Du coup, tout ce qui compte pour MoveApps, pour Jet Koala, pour une arborescence Windows, pour rappel, un Koala, c'est une arborescence Windows, c'est le chemin du fichier. Donc, imaginons, là, on avait un chemin, il faudrait que je vous montre un vrai chemin. Je pense que si j'ai un exemple, bon, j'aurais du mal à trouver un exemple là tout de suite, mais l'idée, c'est, vous considérez que ça, c'est le chemin du client sur Windows. Imaginons aussi, il est ses dossiers clients, donc là, il y aurait le nom du dossier client. Tu mets entre accolades pour mettre que c'est une variable. Donc là, il a son répertoire qui s'appelle client, jet des clients, on va dire ça. Et là, dans le répertoire jet de clients, il a tous ses clients, dossiers clients. Et après, il a un répertoire dossier annuel, un répertoire de comptabilité, parce qu'en général, il n'y a pas ces notions de DA sur l'arborescence Windows. Ça, c'est son chemin d'accès aux données, aux plaquettes, par exemple. Et après, dans son répertoire, il y a les plaquettes avec un nom de fichier. Donc, si c'est une arborescence Windows, du MoveApps ou du Koala, il faut qu'il soit capable de nous dire à quel endroit se trouve l'année, on peut récupérer l'année du fichier. Donc, en général, ça va être dans ce chemin-là. En général, il faut bien dans son arborescence, dans tous les cas, qu'il classe, qu'il ait l'année quelque part. Il faut bien qu'il l'ait, parce que sinon, ils sont incapables du coup de savoir où est l'année du document. Donc, en général, on retrouve l'année dans le chemin d'accès au fichier. Après, ça pourrait être rangé en fourre-tout dans le répertoire état comptable et que le fichier, ça arrive assez souvent dans les arborescences Windows, le fichier commence par l'année. Donc là, vous allez lui dire. Mais en gros, la question, c'est pas à vous spécialement de faire une enquête. Vous lui demandez, partage d'écran, montrez-moi comment vous connaissez l'année d'un fichier. Là, il va vous montrer, en fait, l'année, elle est toujours dans comptabilité, dans dossier annuel, j'ai un répertoire comptabilité avec l'année. Là, je vous montre tous les cas de figure qui peuvent exister. Par exemple, ça peut être comptabilité 2022, il y aura de comptabilité 2021, 2022, 2023. Et à l'intérieur, il classe. Et le publisher, en fait, peu importe en général, peu importe où se trouve l'année, que ce soit dans le nom du fichier, dans l'arborescence où est situé le fichier, on va être capable de dynamiquement récupérer l'année et de faire les mêmes mécanismes que pour le publisher Isaget. À partir du moment où je sais que l'année elle est située ici, je capture l'année et je fais des filtres en fonction de l'année du fichier. Le seul problème, et c'est un vrai problème pour une arborescence Windows, c'est si ça varie selon ses dossiers clients. Donc là, il va pouvoir te dire, ah, mais en fait, ça dépend, mes collaborateurs, parfois, ils mettent l'année dans comptabilité 2022, mais parfois, ils mettent l'année dans dossier annuel 2022 et comptabilité, il n'y a pas l'année. Donc là, le mieux, quand ça varie beaucoup et qu'il fait un peu le bazar, de toute façon, ils comprennent, ils savent que c'est le bazar chez eux, donc il faut jouer sur ça et leur dire, en fait, il faudrait que vous rangiez. Parce que nous, vous comprenez, on a un robot, le robot, on ne peut pas lui dire, ça dépend des cas de figure. Non, il faut lui donner une règle stricte. Il peut gérer peut-être 2 ou 3 cas de figure, mais ça ne peut pas être tout le temps différent. Ça, c'est le vrai danger, c'est d'avoir un cabinet qui est très bordélique, on va dire, ou alors qui a fait des rachats et qui a beaucoup de cas de figure. Donc là, il faudra être très... Parce que des fois, j'ai tendance à dire d'être assez ouvert, dans le sens où on peut faire un peu tout ce que vous voulez, sauf pour une arborescence Windows où
où le rangement est fait un peu n'importe comment. Là, je vais plutôt être dur dans le sens, non, à vous de ranger et de mettre en ordre votre jet. C'est pas notre boulot. Nous, on met en place un robot, on n'est pas magicien. Oui, Johan? Ouais, donc du coup, dans le cas que tu évoques, là, ça veut dire qu'on lui met la règle, la bonne règle qui va prendre la plupart des documents. Par contre, s'il y a des documents qui sortent de cette règle, donc s'il y a certains clients qui ne sont pas rangés de la bonne façon, du coup, c'est à eux de faire le ménage. Par contre, dans le cas où il y aurait vraiment deux arbos qui seraient différentes, donc par exemple, je ne sais pas, et si le client a un serveur où il y a deux sites, par exemple, où il y a un truc qui est rangé dans data, quelque chose comme ça, et l'autre qui est rangé d'une autre façon, là, dans ce cas, on peut créer deux règles qui lui fassent monter ces deux répertoires dans le même dossier, selon ces deux arbos qui sont quand même normalisés. Exactement. C'est la philosophie, c'est de dire, bon, si vous avez 2 cas de figure bien clairs, pas de souci. Par contre, si vous avez N cas de figure et que même vous, le cabinet, vous n'êtes pas capable de me dire tous les cas de figure que vous avez parce que vous ne savez pas trop ce que vos collabs font, bah là, il y a un problème. Là, je vais plutôt leur dire, bah, on va mettre en place 1 ou 2 règles si vous voulez, et à vous, au fur et à mesure, de voir avec vos collabs et d'homogénéiser vos jets. Mais par contre, oui, s'il a 2 sites avec 2 fonctionnements différents, bah, il n'y a pas de souci, on va faire le double des règles selon les cas de figure et ça, on peut gérer. Ce n'est pas tant un frein technique, mais plutôt un frein, si c'est le bazar chez lui, ça va foutre la merde avec le publisher dans le futur, c'est sûr. Donc, en fait, on est tous gagnants. Et l'avantage, c'est que les cabinets, quand tu leur dis ça, ils comprennent très bien. Ils savent que c'est de leur faute et ils vont te dire, oui, il faut que je fasse le ménage et oui, on va publier au fur et à mesure en fonction de quand on va ranger les documents aux bons endroits. Il faut juste que ce soit sur le même serveur, par contre. Ouais, dans tous les cas, ça sera sur le même serveur. Ok, merci. Bon, bah, pour moi, la partie mapping, bon, c'est quelque chose qui peut paraître abstrait et assez compliqué. C'est vraiment à l'usage que vous allez vous rendre compte que ce n'est pas très compliqué. Faut l'avoir fait 1 ou 2 fois pour avoir eu des questions des clients qui peuvent vous paraître un peu compliquées à répondre. Mais une fois que vous l'avez eu 1 ou 2 fois, après, c'est un jeu d'enfant. Et puis, ne pas hésiter à dire aux clients que vous ne savez pas et que vous allez vous renseigner. Donc là, voilà, la partie mapping. Donc vous, en tant que CSM, je reviens là-dessus. Donc vous lui avez expliqué le mapping, il vous l'a renvoyé, il est complété, vous le validez ou alors vous lui demandez de le renvoyer parce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. Bon, ça, on verra. Mais du coup, vous avez à la fin un mapping qui est très bien. Donc là, vous l'envoyez à l'équipe technique de l'agence serveur pour paramétrer le publisher et commence après la phase de test. Et du coup, la phase de test, c'est quelque chose d'assez long, enfin relativement long selon les clients, où en gros, on va tester les règles de mapping qu'on a définies. Donc là, il peut se passer plein de choses en fait quand on a ça, quand on a paramétré l'outil. Principalement, le client se rend compte que en fait, c'est pas vraiment comme il imaginait dans sa GED. Donc super, il a mis ça, mais en fait, il se rend compte il avait pris un client au hasard pour mettre ces règles-là, mais en fait, ses collaborateurs, ils ne font pas exactement comme lui. Donc là, il y aura des itérations et on ne peut rien y faire. Il va s'en rendre compte au fur et à mesure. Soit c'est nous qui avons mal paramétré les règles, hein, ça arrivera toujours, hein, ou alors, je ne sais pas, il n'avait pas mis de S, enfin, je sais pas, il n'avait pas mis de N ici alors qu'il y a un N dans sa GED. Bon, voilà, ou alors c'est nous qui avons mal paramétré les choses. Et là, voilà, en nous faisant un retour en disant ça ne se publie pas. Et ben, on va pouvoir essayer de comprendre pourquoi et du coup corriger. Parce que lui, du coup, on lui aura mis, il aura testé le client, le cabinet sur quelques clients de test. Les règles, on va éviter de faire en sorte qu'il teste sur toute sa base client, parce que s'il testait sur toute sa base client, ça rendrait les itérations beaucoup plus compliquées. Donc, dans le publisher, il faut marcher par un système d'itération qui sont le plus rapprochés possible. Le cabinet teste des règles, on fait une visio avec lui, on regarde ce qui ne va pas, on corrige, il reteste, on corrige, il reteste, si possible tout en visio, sur une même visio. Mais c'est comme ça que ça marche le mieux, parce que si les itérations ont des durées entre 2 itérations assez longues, ça pose problème. Donc, d'avoir quelques clients de test, ça permet d'itérer beaucoup plus vite. Et nous, de corriger s'il faut plus vite.
Donc ça, c'est la phase de recettage qui va démarrer, qui va être ces itérations, jusqu'à arriver à un moment donné où le cabinet... En fait, aujourd'hui, là, je vous ai dit, il teste sur quelques clients de test, et ça nous permet aussi, nous, en interne, d'éviter que le cabinet reste continuellement en phase de test. Ou alors qu'il nous dise jamais, ah, le publisher ne marche pas. S'il veut déployer sur tous ses clients le publisher, alors il doit sortir de la phase de test. Et ça, il doit nous le communiquer. Parce que c'est nous qui le sortons de la phase de test. Donc, si à un moment donné, il veut le déployer sur toute sa base client, il sort le mode de test. Nous, bon, on peut, ça lance la facturation selon le process, mais au moins, ça nous permet de mettre un tampon. Ce client a été déployé. Maintenant, ça va plutôt être du support plutôt que du déploiement, parce qu'il a validé. Parce que des fois, on peut avoir des clients qui vont, au final, jamais être satisfaits, hein, qui au bout de 3 ans, vont toujours vouloir, alors qu'ils sont en production, mais ils vont toujours vouloir faire des modifications. Cette phase de test et ces clients de test permettent de vraiment limiter la phase de test. Hop, dès qu'ils sortent et qu'ils veulent tous leurs clients sur le publisher, on sort de la phase de test. Donc ça, c'est pour... donc là, on est sorti de la phase de test. Le client rentre en phase de production. Donc la production, aujourd'hui, la phase de production, elle démarre en lançant un scan, un rescan. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, le cabinet, on lui propose en général de remonter les 3 dernières années des fichiers qui sont dans sa GED. Mais en continu, on va juste publier les nouveaux fichiers qui sont détectés. Et du coup, pour récupérer cette historique de fichiers au démarrage, pardon, on va lancer ce qu'on appelle un rescan qui permet de balayer. Bon, s'il a une arborescence Windows, on va balayer tous ses dossiers clients. S'il a une mise à GED, on va balayer aussi toute sa base de données pour remonter les fichiers qui sont à publier selon les règles de mapping. Donc, au début de la phase de production, on lance ce rescan sur toute sa base client. Et là, pendant, on va dire entre quelques heures, et si c'est un très gros client, peut-être 2 jours, les fichiers vont venir se publier sur MyCompagnieFiles de toute sa base client. Et du coup, en général, on va lancer ça peut-être un week-end. Et le lundi matin, il arrive, tous ces clients ont tous les fichiers qui correspondent aux règles de mapping sur leur plateforme MyCompagnieFiles. Donc, le cabinet a la main pour lancer ces rescans. On a la main aussi pour les lancer à distance, donc selon les cas de figure. Donc, lui, il faut qu'il soit, donc là, c'est un peu plus technique, mais il faut qu'il soit sur son serveur pour pouvoir accéder à la console et lancer des actions. Parce que, encore une fois, l'agent serveur ne tourne qu'en local. Donc, s'il veut accéder, il n'y a pas aujourd'hui, dans le futur, ce sera sûrement possible, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'interface en ligne pour le client pour pouvoir lancer des actions. Donc, il faut vraiment qu'il soit sur le serveur où est installé l'agent serveur pour pouvoir lancer des actions, donc, par exemple le rescan. Et vous, côté CSM, vous avez, avec la console de l'agent serveur, oh, elle n'existe plus cette page. Je vais vous montrer du coup à quoi ressemble la console de l'agent serveur en vrai. C'est on va dire le même esprit que le back-office de la plateforme MyCompagnieFiles. Et là, c'est le back-office de l'agent serveur, où il y a toute ma base client, base de cabinets qui ont un publisher, ou un downloader, ou un RGBI, ou un module Larbo. Donc là, par exemple, si je vais sur le cabinet AACI, si pour le cabinet AACI, je vais tout retrouver, donc les informations sur son agent serveur. Donc on voit là, il est hébergé chez IAH. La hostname, c'est le nom de son serveur. Là, c'est la version de son serveur, donc il a un serveur 2012. Là, c'est la version Java qui est installée, on s'en fiche. Uptime, c'est la dernière fois que son serveur a démarré, que son agent serveur a redémarré, donc ça aussi, vous en fichez un petit peu. Je vois que le CSM, c'est Augustin, parce que la console de l'agent serveur va communiquer en API avec le back-office MCF pour avoir les infos en live du client. Et c'est cette adresse, AACI 2.234, qu'il va devoir renseigner en local sur son serveur. Donc ici, il clique là-dessus, ça lui ouvre une page. Moi, ça ne va rien charger. S'il lance ça sur son serveur, il va avoir la page d'administration de son agent serveur. Et ici, bon, j'ai pris mauvais exemple.
Par exemple, le client 2042 expertise, on voit ici tout en bas. Donc ça, c'est ce qui pourrait être intéressant pour vous dans un pilotage. Le cabinet peut aussi, via sa plateforme My Company Files, avoir accès à un module. Sur la plateforme, vous avez une notion de module, hein, le module de gestion client, module des contacts, etc. Il a un module, si le client a un agent serveur, il a un module agent serveur qui peut se rajouter à ses collaborateurs administrateurs, auquel, s'il va dans ce module, il va pouvoir voir cette page-là avec seulement quelques infos. Il n'aura pas toutes les infos techniques qu'on a. Et il aura notamment ces statistiques que vous avez aussi. Donc là, on voit jour par jour combien de fichiers son publisher a publié sur My Company Files. Donc ça peut être zoomé, etc. Mais là, par exemple, on voit ce client-là, c'est un client qui fonctionne très bien, ça. Il a 300 fichiers qui ont été publiés hier sur My Company Files. Et en dessous, on a la partie downloader. Donc, c'est combien de fichiers ont été téléchargés sur son serveur jour par jour. Et on a 230 fichiers, 278 fichiers. Bon, là, c'est la période où les clients déposent des pièces. On le voit assez clairement depuis le 1er janvier, là, depuis fin décembre. On voit qu'il y a un gros pic, ce qui est normal. Mais le pic est plus fort que celui de l'année dernière, quand même. Donc, c'est bon signe. Donc voilà, donc le client ou vous pouvez voir, donc ça peut être intéressant s'il y a un arrêt de service. Donc là, vous allez pouvoir voir, ah mince, il n'y a aucune publication depuis tel jour. Ou alors, si vous avez lancé le client a lancé un rescan, vous allez pouvoir, ah ouais, hier, il y a eu 2000 fichiers publiés, donc son rescan, il a bien fonctionné, il y a bien tous les documents de ces clients qui sont montés sur la plateforme. Bon, ça, c'est plutôt peut-être pour du support. Après, les CSM curieux ou qui sont impliqués sur le sujet pourront aller voir ces données-là aussi. Donc voilà, c'est la fin de la formation, on va dire, fonctionnelle CSM de l'agence serveur. Encore une fois, vous retrouvez sur le centre d'aide toute la documentation, en fait, tout ce que j'ai dit. Même là, les statistiques, l'état de l'agence serveur, il y a tout ce que je vous ai expliqué, vous le retrouvez ici, la console, comment y accéder, les règles. Bon, là, c'est des exemples, et en soi, le déploiement, vous avez tout. Et toujours, ceux qui n'étaient pas là, le premier rendez-vous, c'est sur cette page e-learning que vous allez pouvoir, vous allez juste sur cette page et vous allez pouvoir être redirigé vers les bons liens selon ce que vous avez besoin. Donc vraiment, c'est essentiel, peut-être si vous êtes plus avec une compréhension écrite, d'aller sur cette page, de prendre le temps de comprendre tout ce qui est écrit. Et en réalité, il n'y aura pas besoin de savoir grand-chose de plus que ce qu'il y a écrit. Donc, c'est tout pour moi. Après, ouais. Oui, Inès. Ouais, c'est bon. Du coup, j'avais juste une question. Donc, l'un des prérequis, en fait, pour installer un publisher ou pour même lancer le fichier de mapping, présenter le fichier de mapping au client, c'est qu'il ait créé son arborescence, il l'ait validé, ou on va dire, est en train de travailler. C'est quoi, du coup, le prérequis par rapport à ton expérience? Ce qui est sûr, c'est que pour faire le fichier de mapping, il faut qu'il ait validé son arborescence. Par Ouais. contre, parce qu'il va devoir renseigner, tu as vu, sur la colonne A, il doit renseigner l'arborescence. Donc, s'il nous l'envoie à la fin, il faut que cette arborescence soit définitive chez lui. Après, rien n'empêche de lui faire l'explication. Et moi, la plupart des cas de figure, je leur fais l'explication alors qu'ils n'ont pas validé leur arborescence. Mais là, je leur dis, le jour où vous allez valider, ou alors, si vous faites quelques modifications, vous pouvez reprendre mon fichier et modifier les quelques lignes que vous avez modifiées aussi. Et là, je les pousse à être un peu plus autonomes. Parce que si vraiment on attend qu'ils aient finalisé leur modèle d'arborescence, on va perdre du temps. Et au final, ça se trouve, il y a toujours des clients qui ne sont jamais toujours sûrs en final de quand c'est finalisé. Et aussi, super important au final, c'est qu'en leur faisant cette explication, c'est souvent là qu'on comprenne l'intérêt de l'arborescence My Company Files et qu'en fait, une fois qu'on leur a fait cette explication, ça va les éclaircir sur ce qu'ils veulent faire. Par exemple, le groupe Y, j'ai passé quasiment 2 heures avec eux à passer règle par règle et avec les métiers chez eux, et on regardait, tiens, comment sont les infos chez eux? Ah, on a ça chez nous, du coup, ce serait bien d'avoir ça sur My Company Files. Ah, mais du coup, ça se nomme comme ça chez nous, mais il ne faudrait pas le nommer comme ça chez My Company Files, il faudrait que ce soit plus simple. Enfin, c'est à ce moment-là, en fait, où ils se posent des questions,
où ils commencent à appeler le pôle juridique, le pôle social pour essayer d'avoir toutes les infos. Donc, il faut qu'ils aient l'arborescence pour la finir, mais ils n'ont pas besoin de l'avoir validée pour qu'on commence à leur expliquer. Donc, du coup, d'après ton expérience, les personnes qui ont validé leur arbo avant d'avoir le rendez-vous avec toi pour le mapping, en général, ils modifient leur arbo. Bah, pas spécialement, parce que j'ai envie de dire, s'ils l'ont fait à l'avance, vous devez mieux les connaître, ça veut dire que c'est des gens proactifs D'accord. et que du coup, en général, ces profils-là, ils ne vont pas spécialement changer d'avis ou peut-être sur quelques trucs. D'accord. La plupart des gens en fait, qui ne vont pas l'avoir fait, c'est des profils plus qui attendent. Et du coup, ces gens-là, autant profiter du fait de tout leur expliquer. Et limite, comme ça, ils vont se dire, en fait, votre arborescence, elle est très bien, parce qu'on leur a déjà mis tout, on leur a facilité tout en leur machin le travail. Et ils vont dire, bon, c'est très bien comme ça, et je continue là-dessus. Ok, merci. Et après, Johan, je pense qu'on fera peut-être une focus sur le lien GI, mais je vais peut-être en profiter pour faire rapidement une explication, peut-être en prélude d'un prochain point spécifique au lien GI. Donc là, vous avez dit, agent serveur, c'est la brique technique, le publisher et downloader, c'est 2 modules. Mais là, je vais vous présenter vraiment très concis, en quelques minutes, le lien de gestion interne que vous avez pu entendre sous le nom lien GI. Qu'est-ce que le lien GI? C'est en fait ce qui va permettre, le publisher downloader, ça va être pour la publication de documents, la récupération des documents. Le lien GI, ça va être ce qui qui va venir se connecter du coup aux outils de gestion interne du cabinet. Un outil de gestion interne, c'est comme un CRM dans le cabinet. Et il va venir se connecter à l'outil de gestion interne du cabinet et il va venir pouvoir faire des actions sur la plateforme My Company Files pour automatiser la création des nouveaux clients, la création des contacts, la création des collaborateurs. Donc ça, c'est de manière très basique. Quand je dis création, ça veut dire création, mais aussi modification. Donc, si un dossier client est modifié sur leur outil interne, il sera aussi modifié sur My Company Files. S'il est supprimé de leur outil, ou si c'est un client qui est considéré comme sorti ou à ne plus afficher sur My Company Files, on va aussi le supprimer de My Company Files. Donc, en fait, ça fait comme une synchronisation des 2 bases de données qui va permettre au cabinet de piloter toute la partie administration seulement via son outil de gestion interne. Donc, pour grossir dans les lignes, vous allez il aura sur son outil le client ABC. Sur ce client ABC, il aura une case à cocher, créer le client sur My Company Files. Quand il coche cette case, ça va créer le client sur My Company Files. Ça va le créer avec les contacts, tout ou partie des contacts qui sont affectés au dossier sur son outil de gestion interne, qui va aussi créer et affecter sur My Company Files. Et aussi les collaborateurs qui sont affectés au dossier dans l'outil de gestion interne seront affectés au dossier client sur My Company Files. Donc, il y aura toute cette synchronisation qui va être à la fois la création des clients, des contacts, des collaborateurs et l'affectation entre eux. C'est quelque chose qui est assez lourd pour les gros cabinets. De pouvoir administrer la plateforme My Company Files. Autant créer un nouveau client, pourquoi pas, mais en continu, les cabinets, ils perdent des clients, ils perdent des collaborateurs, ils perdent des contacts qui changent d'adresse mail, etc. S'il y a 2 bases de données à mettre à jour en continu, déjà qu'ils n'arrivent pas à en gérer une, en gérer 2, ça devient impossible. Et c'est une vraie problématique. Le lien GI vient résoudre ça en disant, voilà, vous pilotez toute cette partie-là sur votre outil de gestion interne et nous, on s'occupe de synchroniser. Là, j'ai simplifié de synchroniser ça, mais en fait, ça va plus loin. C'est ce qui, parfois, fait que les projets sont complexes et durs et soient longs à déployer. C'est que les cabinets, on va pouvoir mettre des règles complexes. Donc là, je vous ai dit, un bouton à créer le dossier sur My Company Files. Mais en fait, on met des règles beaucoup plus complexes pour la gestion des attributs, pour gérer la sortie d'un dossier client. On va pouvoir dire, quand il sort de votre base GI, nous, on le supprime de My Company Files que 6 mois après. En fait,
il y a des cas de figure vraiment très complexes qui sont mis en place. Et c'est ce qui rend aujourd'hui compliqué, notamment aussi la gestion des connecteurs, qu'on va pouvoir automatiquement activer, désactiver sur MyCompagnieFile selon des informations qu'il y a dans le outil de gestion interne. Donc, vous mélangez au final tous ces cas de figure et ça rend quelque chose d'assez lourd, mais qui fait gagner à terme un temps incroyable. Donc voilà, l'intérêt d'un outil de gestion interne, c'est de pouvoir automatiser tout ça. Aujourd'hui, on est encore en phase, on n'est pas forcément industrialisé sur cette partie-là. Donc le lien GI, c'est pertinent pour les très gros cabinets qui sont prêts à investir du temps pour vouloir automatiser tout ça. Si on est sur un petit cabinet qui est juste intéressé par le concept, bah non, là, c'est pas possible. Le concept est très tentant, là, quand je vous le dis comme ça, mais dans la réalité, c'est compliqué, ça demande de s'investir dedans, de mettre en place des process. Donc, on va vraiment privilégier, à l'heure actuelle, les très gros cabinets qui sont motivés et conscients qu'il va falloir s'investir et passer du temps sur le lien GI pour les déployer. Mais une fois qu'après c'est déployé, ça roule très bien pour les cabinets qui ont eu ça. Donc voilà, donc là c'est le troisième module, Publisher, Downloader, lien GI, c'est les 3 modules qu'il faut que vous ayez en tête. Le lien GI, j'ai bien conscience que c'est un peu compliqué, de toute façon il y a principalement Inès aujourd'hui qui travaille dessus. Je pense qu'un CSM, là, on va dire standard, ne sera pas forcément amené à déployer des clients avec du lien GI, mais c'est bien qu'il ait conscience de ce que c'est et qu'il soit capable de l'expliquer ou voilà, d'avoir des arguments pour ou contre avec ses clients. Ok. Bon, j'arrête la présentation. Bon, voilà. Après, on verra si c'est possible de réutiliser ces vidéos. J'espère que le format, ça vous va. Je pense que quand même, au final, si on fait le point, c'est quoi? Il y a eu peut-être 2 fois 50 minutes. En 2 fois 50 minutes, il y a de quoi vraiment apprendre tout. N'hésitez pas à faire des retours s'il y a des choses qui ne sont pas claires. C'est vrai que ce n'est pas simple, hein. Moi, c'est un sujet que je traite depuis 2 ans. Donc, il y a des choses qui peuvent peut-être être simples dans ma tête et du coup que je passe trop vite ou inversement que je m'étale trop sur des sujets qui sont au final simples pour vous. C'est bon pour vous? Yes. Bah ouais, merci beaucoup. Merci Arthur. Bah, allez, ciao. Ciao, ciao.